Merci beaucoup, Monsieur le Président, honorable juge, membre de cette composition de la Haute Cour militaire. Maître, Monsieur de la Défense, Maître, Monsieur de la partie civile. Nous allons à cet instant solennel dans cette cause qui a duré depuis le mois de mars pratiquement à ces jours. Enfin, pouvoir présenter nos réquisitoires, nos conclusions par rapport aux débats qui ont entouré l'instruction de la dite cause. Tout en suivant dans une certaine mesure, en faisant nôtre dans une certaine mesure, à quelques petites différences et détails près, la conclusion de la partie civile, nous dirons quelles sont les petites divergences, nous allons commencer par là. Mais quant au reste, nous estimons que nous sommes sur la même lancée. La petite divergence avec la partie civile, c'est qu'en résumant les faits, la partie civile a commencé par dire que l'honorable le prévenu Mwanga Chouchou était un sujet rwandais. Nous ne dirons pas la même chose. Nous avons déjà dit que c'est un Congolais qui a plutôt trahi sa nation par certains actes. Voilà pourquoi nous avons retenu à sa charge l'infraction de trahison. Quelqu'un qui a exercé des fonctions de souveraineté nationale ne peut pas être qualifié d'emblée comme ça d'étranger, parce que des fonctions comme député, sénateur sont exclusivement réservées aux nationaux. La petite autre divergence, c'est quand ils ont annoncé, ils ont dit qu'ils voulaient voir le prévenu Mouchamali Roy être poursuivi pour trahison parce qu'il s'était abstenu de dénoncer. Mais un fait qui est qualifié, c'est justement parce que la loi pénale qualifie ce comportement-là d'une infraction, donc on doit retenir ce comportement qui est défini comme infraction. La trahison, c'est une infraction intentionnelle. Intentionnelle. Quand il s'abstient à faire ceci, à faire ceci, et que la loi définit cette abstention-là comme une infraction, nous devons retenir l'infraction définie par la loi. C'est cette infraction que nous avons retenue à sa charge. Par ailleurs, nous aurons à le dire, quand nous allons analyser l'infraction de trahison, nous ne retiendrons pas la trahison prévue par le code pénal militaire, nous dirons la raison, mais nous retiendrons plutôt la trahison prévue par le code pénal ordinaire. Nous dirons pourquoi. Ceci étant, nos réquisitoires vont porter sur 3 parties, 4 plutôt. À savoir, comme première partie, le résumé des faits, un rappel de faits, parce que ce fait, nous avons déjà eu à le résumer lorsque, en son temps, nous répondions au préalable. Nous avions résumé les faits, nous allons quand même le rappeler en complétant un peu avec l'évolution de l'instruction
avec ce qui s'est passé dans l'évolution de l'instruction. Et puis, la deuxième partie, nous allons discuter ces faits en droit. Troisièmement, nous allons, notons que cette instruction s'est faite en procédure de flagrance, que l'instruction préjudicielle n'a pas été faite par nous. Nous allons, dans la mesure du possible, ressortir quelques preuves retenues par l'accusation, preuves découlant de débats et découlant de quelques autres éléments, notamment des PV qui avaient été établis par le renseignement militaire. Et enfin, nous allons requérir dans une quatrième partie les peines que nous estimerons applicables, justes et applicables aux prévenus, dans la mesure où nous aurons dit que les infractions sont établies. Ceci étant, nous allons rappeler les faits de la présente cause. Comme nous avons eu à le dire, depuis plusieurs mois, la République démocratique du Congo, notre cher pays, fait objet d'une agression. Agression menée par le Rwanda qui, comme l'Autriche, se cache derrière le mouvement armé, le groupe armé M23, rénové si on peut l'appeler ainsi, parce que c'est un mouvement qui ressurgit, un mouvement qui avait déjà existé et qui avait été défait et qui a ressurgi. Et cette fois-là, avec les béquilles lui prêtées par le Rwanda, ce mouvement s'attaque à la République dans sa partie est, particulièrement dans le nord Kivu, où le territoire de Rutshuru, de Masisi et une partie de Nirangongo, une partie de Masisi aussi, sont occupés par ces mouvements rebelles. Et en fait, occupés par le Rwanda sous couvert de ces mouvements. Dans cette conquête, ce mouvement-là, de partie du territoire, ils ont progressé jusqu'à arriver à Rubaya. Rubaya, c'est quoi? Rubaya, c'est une cité minière, appelons-les ainsi, disons-les ainsi, une cité minière où on exploite principalement les coltans. Ce mouvement est arrivé là-bas, il a investi cette cité pendant un petit temps, un bref moment, mais les habitants, les natifs de ces coins se sont organisés en groupe armé pour repousser la rébellion. Ils ont réussi à le faire. L'ayant fait, ils voulaient occuper toute la partie. C'est alors que, en arrivant dans la concession où où la société SMB exploite le minerai de coltan, il faudra dire que la société SMB, Société minière de Bisunzu, est la société qui exploite le périmètre minier PE 4731, périmètre minier qui appartient à l'honorable Mwanga Chouchou, qu'il a fini, d'après les éléments nous présentés pendant les débats, par céder à cette société justement. Mais c'est une société, un périmètre qui lui appartenait exclusivement. Ils sont donc, ces gens-là, organisés en groupe d'autodéfense, sont arrivés dans cette concession. Certainement, avec les informations recueillies, ils vont découvrir, en date du 28 février, une cache d'armes. Les armes cachées, enfouies sous terre. Cela les a intrigués, ils ont tiqué et ils vont continuer, voir par-ci par-là, ils vont découvrir en date du 1er, je pense, une autre cache d'armes, 1er mars, une autre cache d'armes. Un rapport a été fait, tous les services alertés,
Et les services de renseignement militaire du Nord Kivu, alertés, vont relayer l'information auprès du service de renseignement militaire à Kinshasa, qui a vite fait, étant donné que des notoriétés publiques, cette concession appartenait à l'honorable Mwanga Tchouchou qui était à Kinshasa. Avec le bruit qui circulait, les renseignements militaires ont vite fait de descendre chez l'honorable Mwanga Tchouchou pour l'interpeller, pour voir s'il n'y avait pas de relations ou s'il n'y avait pas des éléments pouvant établir des liens entre lui et le mouvement M23 qui descendait, étant descendu dans cette mine-là, ce n'était pas par hasard, c'était certainement pour s'emparer de ses armes et pour se faire rejoindre par des policiers, nous en parlerons, qui étaient là, qui en réalité étaient les anciens du M23 et du CNDP. Ainsi, quand les OPJ de l'enseignement militaire vont arriver chez l'honorable Mwanga Tchouchou, qu'ils vont interpeller, ils vont perquisitionner. Ils tomberont, ils arriveront à saisir beaucoup de documents. Parce qu'ils voulaient chercher à établir, rechercher les éléments qui pouvaient établir les liens entre lui et les groupes armés et le mouvement M23. Ils ont donc saisi des documents, des appareils de communication, et dans cette fouille, dans cette perquisition, ils saisiront aussi des munitions de guerre et une gaine d'une arme GP. Des munitions 9 mm. C'est ainsi que, vite, après cette découverte, ils estimeront que le fait était grave et que, compte tenu de la chaleur de cette situation, il fallait saisir la justice. C'est ainsi qu'ils le mettront à la disposition de l'auditorat qui, compte tenu de la gravité des faits, estimera utile et impérieux de saisir rapidement. Or, cette procédure de saisie urgente et rapide de la Cour, quand le fait vient de se commettre, c'est celle-là que la loi a organisée comme procédure de flagrance, prévue par l'ordonnance de 78, dont les détails qui seront donnés. Poursuivi donc, présenté devant la Cour, en procédure de flagrance avec les objets saisis pêle-mêle, le honorable Mwanga Tchouchou, par la voix de ses avocats, estimera que la procédure n'avait pas été respectée et, conformément à la loi, présentera quelques préalables. C'est à la suite de ces préalables que la Cour répondant ordonnera, se dira compétente, étant donné que le fait qui était mis à la charge de prévenir Mwanga Tchouchou était commis à l'est de la République, particulièrement précisément au Nord Kivu, où l'état de siège était proclamé. L'état de siège requérait que les infractions comme la participation au mouvement insurrectionnel, la trahison que l'on pouvait supposer, la détention illégale d'armes de guerre étaient relevées exclusivement dans cet état de siège de la compétence des juridictions militaires. Étant donné que l'honorable était député, justiciable de la Cour suprême, dont la haute cour est l'équivalent pour les infractions militaires pour le justiciable militaire, et c'est ainsi qu'il sera référé. Et la Cour répondant, reconnaissant sa compétence, a aussi prescrit, conformément à l'article 6 de cette ordonnance précitée qui organise la répression des infractions flagrantes, a prescrit des devoirs au ministère public pour, en quelque sorte, compléter une instruction en recherchant les éléments parmi ceux qui avaient été saisis.
documents, ce qui avait des rapports avec les infractions retenues. Ainsi donc, le ministère public a requis, selon que les faits s'étaient présentés à lui, certains services, notamment l'ANER, parce qu'il y avait des téléphones, des appareils de communication, et comme l'auditoire n'a pas cette expertise, le ministère public a saisi l'ANER pour essayer de scruter ces appareils, les exploiter, les analyser et en sortir les contenus qui pouvaient l'intéresser dans l'instruction de cette affaire. Il a requis les CNS. Pour quelle raison? Parce qu'en son temps, à la suite des informations selon lesquelles la concession SMB du PE 47-2031, il y avait une unité de la police qui était suspecte. Une unité sui generis. On sait qu'elle était constituée majoritairement de policiers d'une même ethnie. On sait que cette unité était constituée de policiers qui étaient des anciens rebelles du M23 et du CNDP. On sait que selon le bruit, il y avait des gardes industriels qui étaient des démobilisés de l'armée rwandaise. Pour raison de sécurité, le CNS avait dépêché une équipe pour vérifier toutes ces informations. Et que les CNS qui avaient équipé depuis cette équipe-là avaient quelques éléments qui pouvaient nous intéresser dans l'instruction de cette affaire-là. C'est qui qu'on avait requis les CNS. Nous avons aussi instruit l'auditoire supérieur de Nord Kivu. Nous avons pour requérir la police pour avoir des informations justement sur cette unité de la police et sur les armes prétendument découvertes dans la concession SMB qui traînait encore là-bas dans le Nord Kivu. Il est apparu donc à la suite de ces réquisitions que l'unité de la police qui constituait le détachement pénitentiaire commis à la garde de la station SMB, que les responsables de la SMB se seraient arrangés avec la complicité, sinon la négligence coupable des autorités de la police du Nord Kivu pour constituer une unité de plus de 70 éléments composés presque exclusivement des anciens combattants SNDP et M23. Et majoritairement l'ethnie Tutsi. Nous devons vous rappeler que dans le Nord Kivu, chaque communauté, chaque ethnie a son petit groupe armé. Les Nandé ont les Mazembe. Les Hutus sont des Nyatura. Les Houndé sont des APCLS. Les Tutsis, c'est les M23, c'est commencé par le CNDP M23. Ainsi de suite. C'est ça le Nord Kivu. C'est ça le Nord Kivu. Quand Mbosso, comme la partie civile a dit, quand l'honorable Mbosso, pour ne pas l'enquiquiner, l'honorable Mbosso dit aux députés: mes chers collègues du Nord Kivu, sortez de vos groupes armés. Ce n'est pas par hasard. Parce que ces honorables députés du Nord Kivu, ce n'est pas seulement moi, Mathieu, ici présent. Les honorables députés du Nord Kivu sont en majorité, ils ont des liens avec leur groupe armé. Quand il y a un problème, ils bougent là-bas, ils activent pour se faire entendre ici. C'est ainsi que l'équipe de CNS, disons-nous, en son temps, quand il était descendu au mois d'avril, je pense 2022,
dans cette concession, avait trouvé un autre camp qui est toujours dans la concession, où il y avait les militaires. C'est difficilement, d'abord, comme la partie civile a dit, que cette équipe va arriver à faire son travail. Parce que Mouchamalirwa qui, faut le noter, était le commandant de détachement de la police affecté à la garde, à la sécurisation de SMB. Et ces policiers avaient opposé au début une résistance et que c'est difficilement qu'ils ont pu accéder pour aller perquisitionner. Et ils avaient en son temps découvert des armes au camp Kamodoka. Des armes lourdes que la partie civile a énumérées ici. Mais curieusement, Mouchamalirwa, dans son rapport, parce qu'il a fait un rapport sur la visite, sur la descente de l'équipe du CNS. Il fait un rapport où il ne parle nulle part de ces armes. En exploitant donc, pendant le débat, les éléments qui ont été découverts à la suite de réquisitions faites dans ces services, on arrivera à découvrir que l'honorable Mwanga Chouchou entretenait effectivement beaucoup de rapports avec le Rwanda. Il entretenait un camp j'ai oublié le nom, mais ça va me revenir. Et il ressortait dans ces documents beaucoup de rapports de la société Rwanda Air. On se demande pourquoi, au point de se poser la question s'il n'était pas parmi les administrateurs ou parmi les actionnaires de Rwanda Air. Il était intéressé aux activités de la diaspora rwandaise qui avait comme objectif d'investir au Rwanda pour développer le Rwanda. Lui qui est congolais, député national, pourquoi il s'intéressait autant à la diaspora rwandaise et développer le Rwanda, un pays, disons-nous, qui n'est pas bien. Ce n'est un secret pour personne, qui n'entretient pas de bonnes relations avec son pays, le Congo. Toujours dans ces affaires-là, on découvrira qu'au mois de mai 2021, après l'éruption du volcan Nyiragongo, l'honorable Mwanga Chouchou, parce que c'était effectivement la débandade, s'était retrouvé au Rwanda. Et à l'époque, c'est à l'époque où sévissait la Covid, le Covid, je pense comme ça, c'est le Covid, et où sévissait donc cette pandémie. Et il était obligatoire pour toute personne qui se déplaçait de se faire tester. Arrivé au Rwanda, l'honorable Mwanga Chouchou s'est fait tester, a fait ces tests-là. Curieusement, l'honorable Mwanga Chouchou se ferait identifier comme étant sujet rwandais, résident à Kigali, député congolais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question que nous nous posons et à laquelle nous allons chercher à répondre dans le cas d'espèce. On découvrira aussi beaucoup d'autres éléments, notamment de passeports. Beaucoup de passeports. Ce qui nous a confirmé, ce qui nous a mis à l'aise quand nous disons que c'est un Congolais, on découvre des passeports diplomatiques. Un passeport diplomatique, c'est un sésame qu'on ne délivre pas à n'importe qui. Passeport diplomatique établi au nom du prévenu Mwanga Chouchou. Ils ont créé, ils ont commencé. C'est depuis lors qu'ils ont commencé. Ils ont pris le Rwanda à
fomenté, a créé comme stratégie de déstabiliser le Congo en utilisant une poignée de personnes qui s'identifient comme des Congolais qu'on utilise en créant deux mouvements rebelles. Le premier mouvement, c'était le RCD Goma. Le mouvement RCD Goma qui prennent la province du Nord Kivu et du Sud Kivu du Maniema, les provinces de la région. Et tout cela pourquoi? Pour arriver à des négociations. On négocie, on arrive à des conclusions, on dit non, c'est fini, vous réintégrez, vous êtes incorporé dans le FARDC, et pour les politiciens, vous entrez dans la vie politique, ils deviennent des ministres, ils deviennent des CC, des DG, des PDG, et les commandants deviennent des généraux, des commandants, des colonels, des militaires. Mais, après quelques temps, sera encore une résurgence. Un autre mouvement, on dit autre parce que, et seulement, on dit que ce n'est pas, celui-là était déjà dissous. Mais c'est le même en fait mouvement. C'est un cycle de mêmes animateurs avec les mêmes revendications jamais clairement définies. Jamais clairement définies. Qu'est-ce que vous voulez au juste? C'est comme ça. Jamais clairement défini à dessein, on crée le mouvement, on négocie encore. Le deuxième c'était le CNDP. Mais c'est les RTC rénovés. Les RCD. CNDP. Négociation, non, les officiers là, et CNDP, ça devient un parti politique. Dont le grand Mathieu devient président. Parti politique, la branche armée va être incorporée dans le FARDC et la branche politique devient un parti politique. Un mouvement cyclique. Il fonctionne, il tourne, quelques années après, non, une résurgence, un autre groupe armé, toujours suscité par le Rwanda, là c'est le M23. Parce que les accords du 23 mai, et avec le CNDP et tout cela, on dit, on se réfère justement, cette dénomination, on se réfère aux accords, aux négociations entre CNDP et le mouvement congolais. Et c'est le M23. M23 défait, on dit non, il faut que les combattants puissent être incorporés, intégrés dans l'armée congolaise. Une partie vient, une autre disparaît dans la nature, disparaît, se met quelque part avec des revendications, et c'est le M23 rénové qui jusqu'à aujourd'hui est en train de sévir, de s'aimer la mort, la désolation, le déplacement massif de la population congolaise qui sont obligés de vivre dans des conditions infrahumaines dans des sites d'hébergement des réfugiés. Ainsi, quand le prévenu Mwangatoutou a été interpellé, les services de sécurité qui étaient au Nord Kivu ont rappelé Moucha Malirwa. Pourquoi ils ont rappelé Moucha Malirwa? Parce que ces services-là, alors qu'il y avait des bruits persistants, des informations persistantes, de la présence de ces policiers de M23, comprenant qu'il y a les M23 qui s'approchaient, il fallait que ces services de sécurité puissent parer au plus pressé pour éviter que ces groupes viennent entrer là-bas. Et il y avait des bruits, qu'il y avait des armes qui circulaient dans cette concession. Toutes les fois qu'ils voulaient entrer là-bas, ils ont rencontré l'opposition de l'unité de police qui était là sous le commandement de Moucha Malirwa. Comme les informations étaient persistantes, les autorités militaires et de la police, cette fois-là, ils ont eu la présence d'esprit de faire partir cette unité sur laquelle pesaient des soupçons que c'était en réalité des M23 qui se cachaient derrière la peau de policiers.
C'est ainsi qu'on va les faire partir de façon tactique pour empêcher qu'il y ait jonction entre M23 et ces éléments de peur qu'ils puissent les récupérer, puissent les renforcer en hommes par ces policiers, avec ces policiers. On va donc le déplacer vers Saké, qui est plus proche de Goma, pour bien les surveiller. Mais malheureusement, c'était sans compter avec la détermination de ces policiers qui devaient retourner à leurs chevaux, à Dbouesseredit, parce que leur amour, leur attachement, c'était le M23. Pendant qu'ils sont là à Saké, une grande partie a fait défection au profit du M23. Ils ont décroché des Roubaïa le 7 février. Et Mouchamalirwa est arrêté le 1er mars. Du 7 février jusqu'au 1er mars, correspondance de la police les confirmant. Il y a eu plus de 15 policiers qui ont fait défection. Et relevés par le commissariat pour la police. Vous rappellerez, quand le commissaire Abba est arrivé ici, nous l'avons interrogé, avons même menacé l'arrestation parce qu'il cachait l'information. Et le lendemain, vite, il va venir, non, il y a des policiers qui ont fait défection. Et il avait déjà, répondant à l'autorité supérieure qui avait été instruit par nous, de les requérir pour avoir des informations sur ces unités-là, il avait déjà écrit le 15 février, le 20 février et le 6 mars qu'il y avait autant de policiers. Toutefois, quand il écrivait, il informait l'autorité supérieure qu'il y avait la première fois les 7 policiers, la deuxième fois, je pense, 9 policiers, et la troisième fois, je pense, 5 ou 6 policiers. Donc, une vingtaine de policiers déjà, avant que Mouchamalirwa ne soit arrêté, avaient fait défection, alors qu'ils étaient à Saké. Mais Mouchamalirwa, arrivé ici, on l'interroge, il dit, tous mes policiers, quand on m'a arrêté, tous mes policiers étaient là, personne n'avait fait défection. Alors que son commandant est venu ici avec des preuves versées, qu'il y avait au moins, à cette époque seulement, parce qu'après lui, on est arrivé presque à 45 policiers de cette unité qui sont partis. Ainsi donc, de ces résumés de faits, les qualifications suivantes peuvent être retenues. La détention illégale d'armes de guerre, d'armes et munitions de guerre, la participation au mouvement insurrectionnel, la trahison à charge de prévenir Mwanga Tchouchou, et la violation des consignes consistant à l'omission de prévenir le supérieur d'un fait connu exigeant manifestement que les mesures militaires soient prises à charge de prévenir Mouchamalirwa, infraction prévue et punie par l'article 125 du Code pénal militaire. Ainsi, nous arrivons donc à la deuxième partie et nous allons commencer par analyser ces infractions en droit. Premièrement, nous allons commencer par l'analyse des infractions mises à charge du prévenu Mwanga Tchouchou. La première infraction, c'est la détention illégale d'armes de guerre et munitions de guerre, sont prévues par les articles 203 du Code pénal militaire, 5 de l'ordonnance loi numéro 85, base 035 du 3 septembre 1985. Pour que cette infraction soit établie, il faut la réunion des éléments suivants. L'acte matériel de détention, l'objet protégé, les défauts d'un titre ou d'un droit et l'élément moral. L'acte matériel de détention. L'agent infracteur, pour être poursuivi du chef de la détention d'armes et munitions de guerre, doit avoir matériellement détenu une arme de guerre ou de munitions. En d'autres termes, il doit avoir effectivement en sa possession l'arme ou des munitions de guerre. Dans le cas d'espèce, comme il le confirme lui-même, le prévenu Mwanga Tchouchou a eu en sa possession une arme de guerre GP 9 mm de marque Browning. Ça, c'est lui-même qui le dit. Ainsi que des munitions 9 mm. Et c'est de 2014 jusqu'à ce jour pour l'arme. Parce que cette arme-là, nous considérons qu'elle est toujours détenue par le roi de Mwanga Tchouchou. On ne l'a jamais vue. Elle n'a jamais été retournée. Si les munitions ont été découvertes, l'arme jusqu'à ce jour
n'a jamais été découverte. C'est lui qui le dit. Il dit qu'elle a été importée, elle a été volée. Testis unus, testis nullus. Les munitions 9 mm, l'objet protégé, il s'agit, au terme de la loi, l'article 203, il doit s'agir d'une arme de guerre ou des munitions d'une arme de guerre. Dans les cas sur l'examen, nous venons de le dire, c'est le GP, arme GP 9 mm. Nous avons montré ici l'arme Browning, c'est une arme de guerre par excellence de fabrication belge. C'est une arme de guerre. Et les munitions 9 mm, les agents de ministère de l'Intérieur sont venus ici et ils ont énuméré les différentes munitions, les armes et les munitions qui peuvent être détenues par des particuliers. C'est les 7 virgules ici, non de 9 mm qui sont des munitions de guerre qui sont utilisées dans l'arme GP et dans l'arme Uzi. Le nom Mwanga Tchouchou a détenu cette arme revolver GP 9 mm. Les défauts d'un titre ou d'un droit. C'est là où les Romains s'empoignèrent. Les défauts des titres ou d'un droit. La loi qui réglemente la détention des armes et munitions de guerre, à savoir l'ordonnance loi numéro 85/035 du 3 septembre 1985 portant le régime des armes et munitions, en son article 5 dispose: nul ne peut détenir, fabriquer, réparer, abandonner, exposer en vente, céder, distribuer, transporter ou tenir en dépôt des armes de guerre ou leurs accessoires ainsi que les munitions conçues pour ces armes, à moins qu'il n'ait reçu une autorisation spéciale du président de la République. Dans l'état actuel de notre législation, le législateur a en quelque sorte exclu la possibilité pour un civil, qui qu'il soit, de détenir une arme et munitions de guerre. Pourquoi? Partons du fait que pour arriver à détenir une arme de guerre, il faut l'avoir acquise. Cela paraît improbable si on doit considérer le fait que les possibles modalités pour acquérir une arme de guerre et une munition de guerre, qui sont l'achat, la cession ou la distribution, sont proscrites sauf autorisation spéciale chef de l'État. Donc déjà, le législateur a anticipé. Il vous interdit d'acheter. Il vous interdit de céder. Il vous interdit d'acquérir s'il n'y a pas une autorisation du chef de l'État. Donc automatiquement, on ne peut même pas concevoir qu'un civil détient une arme de guerre. Parce que les différentes modalités d'acquisition d'une arme sont soumises, sont proscrites, sauf autorisation du chef de l'État. Par ailleurs, nous savons aussi que seul l'État-gouvernement a exclusivement le droit d'importation des armes et munitions de guerre. Donc on ne peut pas comprendre qu'un particulier, il n'y a aucun particulier qui a le pouvoir, le droit d'importer les armes de guerre ou de les vendre. C'est ce qui explique qu'à cause de l'anarchie qui a régné à une certaine période, à partir de ce qu'il a dit, une certaine période dans le pays, le gouvernement, pour mettre fin à la prolifération et à la circulation incontrôlée des armes, a pris l'arrêté ministériel numéro 97/02 du 2 juillet 1997 portant annulation des autorisations de port d'armes et munitions. Donc, à l'état actuel des choses, on ne peut pas. Dans les cas d'espèce, de par les documents qu'il détient, le prévenu Mwanga Tchouchou ne peut se prévaloir d'avoir légitimement les droits de détention d'une arme de guerre ou ses munitions pour les motifs suivants. 1. L'autorité présumée avoir signé les documents, à savoir le ministre intérieur, n'est pas l'autorité légalement compétente pour le faire. En effet, d'après la loi, à savoir l'article 5 que nous venons de lire, portant le régime des armes et munitions, seul le chef de l'État est habilité à autoriser la détention d'une arme et munition de guerre par un particulier. C'est ainsi que même dans leur dénomination,
selon que le document se rapportant à la détention des armes aura été délivré par le chef de l'État ou le ministre, il y a une différence. Quand c'est une arme de guerre, le document qu'on détient, c'est l'autorisation de port d'armes que seul le chef de l'État peut délivrer. Alors que quand ce sont des autres armes, notamment les armes qui sont conçues pour la chasse ou destinées au sport ou à la protection individuelle, c'est un permis de port d'armes. Par le fait de la modalité de la question de la dite arme. Sans trop convaincre et d'une manière évasive, le prévenu Mwanga Tchouktchou dit avoir reçu ou mieux acheté cette arme après avoir payé $75 dans un des services du ministère de l'Intérieur. Les agents du ministère de l'Intérieur sont venus ici et c'est à la demande de la partie Mwanga Tchouktchou que ces agents ont comparé ici. À la question de savoir s'ils vendaient des armes dans leur ministère, ils sont devenus rouges, ils ont failli tomber de dénégation. C'est impossible. Comment ça peut se faire? Comment ça peut se faire? Impossible. Non, 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 non. C'est impossible. Or, Mwanga Tchouktchou a dit qu'il avait payé $75 pour acheter une arme dans un des services, dans un des bureaux. Ils ont refuté cette. Le ministère de l'Intérieur ne peut même pas livrer. Il ne peut pas livrer des armes. Même les armes conçues pour la chasse, les armes d'autodéfense, il ne peut pas délivrer. A fortiori, même le ministère de la Défense, a fortiori, une arme de guerre. C'est impossible. Nous estimons qu'autant qu'il s'est fait doter d'une manière irrégulière d'un militaire, il faut le savoir, alors que nous pensions depuis lors, depuis qu'il a été entendu par les officiers de la Demian, on pensait que Biamungu c'était un policier. Mais contre toute attente, il va venir, naïvement peut-être, hein, il va venir révéler qu'en fait, Biamungu c'était un militaire. Encore plus grave. Un militaire ne peut pas, jamais un militaire ne peut garder un civil, ministre soit-il, député soit-il, à part le ministre de la Défense et le chef de l'État. Même le premier ministre ne peut être gardé par des militaires. Mais le fameux Biamungu, qui n'est connu que du prévenu Mwanga Tchouktchou. Nous le disons ici, parce que ce Biamungu-là, il n'est connu que du prévenu Mwanga Tchouktchou. Je ne sais pas si c'est une invention, c'est un fantôme ou quoi, mais il n'est connu que de lui, qui serait parti avec l'arme. C'est ainsi que nous nous concevons, nous considérons que l'honorable Mwanga Tchouktchou détient jusqu'à ce jour cette arme-là. Donc, autant il s'est tapé ces militaires-là d'une façon, par copinage, et son copain, son collègue, un ministre, un ami, de l'agriculture ou quoi d'information, à un militaire, il lui cède, comme on peut céder n'importe quel objet, un téléphone, un stylo ou quoi, il lui cède un militaire. Prends, tu peux le prendre. Tu peux le prendre pour ta garde. Et c'est de la même façon qu'il se tape une arme, d'une façon on ne sait pas comment, frauduleuse, pour ne pas le dire. De façon frauduleuse parce qu'une arme, ça se prend comme ça. Fraus omnia corrompit. Les délais de validité de ces fameuses autorisations, qui n'est même pas une autorisation, parce que dans les cas d'espèce, c'est juste une attestation d'enregistrement. La loi dit, si quand bien même il aurait eu ce document de l'autorité légalement compétente. La loi dit que l'article 22 de cette ordonnance dit le permis de port d'armes est renouvelable tous les 5 ans et quelle que soit la date de sa délivrance, ça va être expiré chaque année au 31 sauf prorogation. 5 ans. Mais nous, depuis 2014, qu'il est censé avoir cette arme-là, jusqu'à ce jour, il n'a pas daigné renouveler cette autorisation. Et
Nous disons donc que, ne l'ayant pas fait pour toutes ces raisons-là, le Laurent Monga Tchouktchou a détenu l'arme illégalement. L'élément moral de cette infraction, nous devons depuis d'abord relever que la détention illégale d'armes de guerre ou munitions est une infraction matérielle. Il suffit donc d'établir que l'agent a détenu une arme ou une munition de guerre sans en avoir le droit pour qu'il soit reconnu coupable de l'infraction de détention illégale ou munition de guerre sans que l'on tienne réellement compte de l'intention. C'est une infraction matérielle. La détention suffit pour se faire condamner. Dans le cas d'espèce, le prévenu Monga Tchouktchou s'étant retrouvé en possession de l'arme GP9 mm, une arme de guerre, c'était plus ou moins parce qu'on a retrouvé 42 munitions. Or, le chargeur de cette arme-là, qui était également, c'est 8, donc une cinquantaine de munitions qu'il détenait. En se faisant établir une autorisation de détention d'une arme de guerre, une arme en lieu et place par le ministre de l'Intérieur, en lieu et place chef d'État, nous relevons d'abord qu'il est en disant, par exemple, comme la défense l'a souligné, que c'était par erreur, c'était une erreur. Or, nul n'est censé ignorer la loi. Dans le cas du prévenu Monga Tchouktchou de surcroît, député de son État, il est présumé être mieux placé que quiconque pour le savoir, ou du moins, en tout cas, il avait la latitude de mieux s'informer pour acquérir une arme de guerre et des munitions de guerre. C'est pour cela aussi que servent les avocats. Les avocats ne servent pas seulement à venir vous défendre quand vous avez déjà commis l'irréparable. Ils servent à vous informer avant de poser des actes. Et quand on a des avocats comme Bâtonnier Sanane, comme Gamakolo, je pense qu'on devait mieux s'informer avant de poser des actes. Il ne l'a pas fait. Il a péché. Ce péché, c'est l'infraction. De la participation à un mouvement insurrectionnel. Prévu et puni par les articles 136, 137, alinéa 1er, point 3 et 138 du Code pénal militaire. Cette infraction que nous mettons à la charge du prévenu Monga Tchouktchou requiert pour qu'elle soit établie la réunion des éléments suivants. Éléments matériels, les éléments matériels et l'élément moral. 1. Les éléments matériels. Ils sont constitués par l'existence d'un mouvement insurrectionnel et l'acte de participation à ces mouvements. De l'existence d'un mouvement insurrectionnel. L'article 136 du Code pénal militaire dispose: constitue un mouvement insurrectionnel toute violation collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Cette définition un peu laconique du Code pénal militaire est explicitée ou mieux complétée en des termes on ne peut plus clairs par la loi numéro 014/006 du 11 janvier 2014 portant amnistie pour l'infraction politique. Nous avons dit ici qu'il y a ce cycle de formation des groupes armés manipulés par le Rwanda. Et aussi que dans le Nord Kivu pilule des groupes armés d'obédience ethnique communautaire. Il y a eu un désordre tel que, par négociation, comme nous avons dit, il y a eu des négociations, il y a eu des amnisties en 2014 pour rappeler tout le monde à la raison. Tout le monde a la raison. Ces groupes armés-là qui pullulaient partout dans le Nord Kivu, on les a rappelés à la raison, déposer des armes. Pour ceux qui sont politiciens, venez. Et pour ceux qui sont militaires, venez dans les phares d'ici. C'est ainsi que cette loi-là, qui est encore appliquée, cette loi d'amnistie-là, a défini en son temps le mouvement insurrectionnel, en son article 3, comme étant les faits infractionnels, tout acte insurrectionnel plutôt, tout acte
insurrectionnel. Fait insurrectionnel, tout acte de violence collective commis à l'aide de menaces ou avec des armes dans le but de se révolter contre l'autorité établie en vue d'exprimer une revendication ou un mécontentement. C'est ce que le M23 fait. Exprimer une revendication. Des revendications non jamais clairement définies, avons-nous dit. Jamais clairement définies. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Ils sont évasifs là. Seulement pour créer des problèmes, ils ne disent pas clairement, vous les rapprochez, et puis après, ah non, nos revendications n'avaient pas été prises en compte. Il revient pour créer un autre mouvement. Et il a déstabilisé le pays. On doit donc entendre par là des actes menés délibérément par un groupe d'individus d'une manière violente, en faisant usage des armes notamment, pour traduire éventuellement l'expression d'une révolte contre l'autorité établie. N'avons-nous pas entendu les leaders de M23 faire des déclarations aussi graves comme ils vont marcher sur Kinshasa, ils vont changer le régime, il faut faire ceci, il faut ceci. Actes qui perturbent l'ordre public, menacent les institutions et portent atteinte à l'intégrité du territoire. Dans le cas d'espèce, il s'agit du groupe armé M23. Ce groupe qui, il faut le rappeler, est l'émanation du CNDP. Un autre groupe armé défait jadis par l'armée nationale est un groupe rebelle ou mieux terroriste. Et plus grave, il est soutenu et appuyé par une puissance étrangère, en l'occurrence le Rwanda, pour agresser la RDC. Sur fond de revendications, comme nous l'avons dit, jamais clairement définies, à caractère politique et ethnoculturel, c'est un mouvement qui a été autrefois de fait et dont les ténors sont les officiers et autres combattants issus du CNDP, un groupe rebelle dissous, intégré dans le FARDC par le fait du brassage résultant de certains accords politiques à reprise société contre la République. En réalité, ce groupe est une émanation de l'ancien groupe rebelle CNDP. Instrumentalisé et appuyé par le Rwanda pour des raisons hégémoniques et pour faire main basse sur les ressources naturelles congolaises, ce groupe a occupé une partie du territoire national dans la province du Nord Kivu. Par son action, il a sérieusement troublé l'ordre public et déstabilisé les institutions de l'État. Il a provoqué des mouvements de déplacement massif des populations par milliers, obligées de quitter leur milieu de vie pour aller vivre dans les conditions infra-humaines dans les camps de réfugiés, nous l'avons déjà dit. Que dire alors du massacre que ce groupe est en train de perpétrer? Nous noterons le massacre de Kishishi, de malheur. Ces groupes-là, le massacre de Kishishi. Il convient de noter que le prévenu Mangatutu était le président de la branche politique du CNDP, groupe rebelle dont, avons-nous dit, M23 est l'émanation. Le M23, c'est un groupe armé mieux terroriste. L'acte ou les actes de participation proprement dit. Les actes matériels de participation à un mouvement insurrectionnel sont prévus aux articles 137 et 138 du Code pénal militaire. Il s'agit notamment de le fait d'édifier des barricades, de retranchement ou de faire des travaux, de faire tous travaux ayant pour objet d'empêcher ou d'entraver l'action de la force publique. Le fait d'occuper à force ouverte ou par ruse ou en détruisant tout édifice ou installation. Le fait d'assurer les transports, la subsistance ou les communications des insurgés. Le fait de provoquer le rassemblement des insurgés par quelque moyen que ce soit. Le fait d'être soi-même porteur d'armes. Le fait de se substituer à une autorité légale. Le fait de s'emparer d'armes, de munitions, de substances explosives ou dangereuses ou matérielles de toute espèce, soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par les pillages, soit en désarmant la force publique. Le fait de procurer aux insurgés des armes, de munitions ou des substances explosives ou dangereuses ou de matériel de toute espèce. Dans les cas d'espèce, le prévenu Mangatutu a participé au mouvement insurrectionnel du M23 en assurant, par l'entremise de ses collaborateurs et de la SNB, la subsistance aux insurgés et en leur procurant les armes, nous allons les démontrer. On se posait la question de savoir comment personnellement et matériellement, parce que nous avons entendu pendant le débat, la défense dit comment matériellement.
il a fait. Nous allons essayer de le démontrer. D'abord, nous avons retenu donc la participation en procurant la subsistance aux insurgés. D'abord, comme nous avons eu à le dire dans le résumé des faits, à savoir que le détachement de la police affectée à SMB, que d'aucuns pensaient naïvement être une unité comme n'importe quelle unité de la police, constituait en réalité une réserve du M23. Nous devons, pour nous en convaincre, nous poser la question suivante. Était-ce vraiment par un fait du hasard ou d'une simple coïncidence que des policiers faisant partie de ces détachements ne soient majoritairement qu'anciens combattants du CNDP, dont il ne faut pas oublier, Manga Tchouchou était le président de la branche politique, et du M23, et que nous savons est l'émanation du CNDP. Et que, on doit se poser la question, pourquoi, aussitôt que le M23 a ressurgi, presque tous ces policiers, dans la province du Nord Kivu, il n'y a que les policiers de ces détachements-là, plus de 45, qui ont fait défection au profit du M23. Est-ce que c'est vraiment par hasard? Est-ce que par le fait du hasard que c'est seulement dans cette unité-là, qui était affectée à la SMB, qu'il y a des défections? Pour le M23. Ainsi, avec cette compréhension, nous estimons qu'en prenant en charge ces pseudo-policiers qu'ils payaient et entretenaient, sachant qu'ils étaient en réalité des réservistes du M23, qui n'attendaient que le moment M pour rejoindre le groupe, nous estimons que la société SMB, ou du moins ses dirigeants, dont le Manga Tchouchou et les ténors, ont assuré la subsistance à ces insurgés. En effet, ces insurgés-là, quand le M23 a été défait, il est fait que beaucoup étaient éparpillés. Et pour les avoir, en prévision du fait qu'il y aurait résurgence, on les a gardés quelque part où ils pouvaient avoir facilement la nourriture, où ils pouvaient être logés, où ils pouvaient être hébergés. Et c'est dans ces détachements-là où ils sont payés par la SMB, ils sont pris en charge par la SMB. Et les faits n'ont pas démenti. Les faits n'ont pas démenti la réalité. Parce que, aussitôt que le M23 a repris du service, ces policiers-là ont vite fait de retourner dans leurs amours, leurs vieux amours. De la procuration des armes aux insurgés. Par contre, de la compréhension que procurer au sens de la loi, c'est-à-dire l'article 138, signifie fournir, offrir à dessein à un insurgé ou aux insurgés une occasion d'obtenir les armes, il n'est pas nécessaire que l'infracteur remette les armes lui-même de main à main aux insurgés. Il peut le faire par personne interposée, ou même en créant une occasion ou une circonstance qui puisse permettre à ceux-ci d'obtenir ou du moins de s'approvisionner en armes pour entretenir leur mouvement. Ainsi donc, autant il s'est organisé à dessein pour que les détachements de la police commis à la sécurité de sa concession ne soient constitués majoritairement que des éléments de son ethnie et surtout anciens du CNDP dont il était président de la branche politique et du M23, émanation du CNDP. De la même façon qu'en prévision de la résurgence du M23, il s'est organisé pour constituer aussi une réserve d'armes cachée dans sa concession pour que le moment venu, la réserve du M23 que constituait ces détachements de la police affectés à SMB puisse s'en servir. Il s'agit notamment de quelques armes qui ont été heureusement découvertes dans des caches d'armes dans la concession avant qu'elles ne tombent entre les mains des rebelles M23. Il s'agit des armes qu'on nous a présentées ici. Oui, AK-47, un PKM, un RPG, 5 chargeurs AK, 4 bombes ATK et une grande quantité de munitions PKM. Le président Manga Tchouchou peut-il expliquer comment ces armes dont les armes lourdes doivent être trouvées cachées dans sa concession? Dans quel but avait-il caché ces armes dans sa concession? On peut aussi se demander comment et où le président Manga Tchouchou a pu avoir ces armes.
À cette question, nous répondons aussi par une autre question qui est celle de savoir comment et où ce dernier a-t-il l'arme GP et les munitions qu'il détenait chez lui à la maison. Si on répond à cette question, on répond alors. Il ne nous a jamais dit comment il a dit qu'il a acheté, alors qu'en réalité, on l'a confondu ici, cette arme-là. On ne sait pas comment il a acquise. On ne sait pas. On ne sait pas comment il a acquise. Nous avons souri quand nous avons entendu la partie civile dire que cette arme-là, il a acquise du M23. Non. Nous pensons plutôt que lui fournissait les armes M23. Comment il a acquis donc Bruxelles? Il importe de l'élever qu'au mois de novembre 2022 déjà. Alors que le M23 dans sa campagne progressait vers la cité de Rubaya dans l'intention d'occuper la concession SMB, les services de renseignement qui a l'absence irrégulière des armes dans cette concession avaient par anticipation voulu par les TD 34e région militaire affecter 2 agents non apparents dans la concession. L'ayant fait savoir aux responsables de la SMB pour obtenir leur collaboration, il s'est vu opposer un refus catégorique, ce qui l'a amené à penser et à renforcer sa conviction sur le fait que les responsables de la SMB cacheraient les choses ou entreprendraient des activités suspectes dans leur concession. L'élément moral de cette infraction. L'élément intellectuel de la participation au mouvement insurrectionnel consiste en la volonté consciente de la part du prévenu d'assurer la subsistance et de fournir ou de procurer les armes aux insurgés en sachant d'une part que ceux-ci sont les insurgés et d'autre part qu'ils devront se servir de ces armes ou moyens leur procurer pour mener leurs actions tendant à troubler le public, à mettre en place les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national, c'est dans le but d'exprimer un mécontentement ou faire entendre certaines revendications. Dans le cas d'espèce, le fait pour le prévenu d'avoir adhéré et favorisé le plan consistant à récupérer les M23, à récupérer le commandant M23 pour en faire des policiers, pour qu'ils réintègrent le mouvement si jamais les hostilités reprenaient, confirme l'intention coupable du président Machouchou. Les M23 sont nuisibles pour la République. Les CNDP étaient nuisibles pour la République. Et dès lors que vous adhérez, que vous faites quelque chose pour leur faciliter la tâche, volontairement, vous êtes dedans. Votre intention est donc de participer au trouble des institutions de la République. Par ailleurs, en effet, les codes judiciaires militaires, parce que c'est là où nous divergeons avec la vision de la partie civile qui a considéré que c'était les articles 127 du code pénal militaire qui devait, 27 suivant qui devait être appliqué, Nous sommes l'article 127 du code pénal militaire. Sans préjudice des dispositions des articles 181 à 185 du code pénal ordinaire. Déjà, cette loi renvoie aux dispositions que nous voulons appliquer. En temps de guerre, la trahison, l'espionnage sont punis conformément aux dispositions du présent code. En temps de guerre, quand le législateur, en ce qui concerne les infractions militaires, quand le législateur veut sanctionner, il y a des États. Quand l'infraction se commet dans l'environnement d'un État, le législateur le dit clairement. Si ce sont des circonstances exceptionnelles, le législateur le dit. Si c'est un état de siège, le législateur le dit. Si c'est un état d'urgence, le législateur le dit. Et si c'est un état de guerre, le législateur le dit. L'article 29, auquel nous avons fait recours, dit ceci. Pour l'application de la loi pénale et l'organisation des juridictions militaires, le temps de guerre commence au jour fixé par le président de la République pour la mobilisation des forces armées. Il faut donc que le chef de l'État proclame l'état de guerre. Nous considérons qu'il y a l'agression à l'Est, mais pour des raisons
que nous ne connaissons pas, l'état de guerre n'a pas été proclamé. La République, c'est vrai, est en guerre. En réalité, quand on voit, en fait, juridiquement, cela n'a pas été proclamé. C'est ainsi que nous estimons qu'il faille retenir la trahison de droit commun, auquel, du reste, la loi militaire renvoie. Cette infraction, pour être établie, requiert les éléments suivants: la nationalité de l'auteur, l'acte matériel et l'élément moral. La nationalité de l'auteur. Comme nous avons eu à le rappeler, la nationalité de l'auteur de l'infraction est l'élément qui permet de distinguer la trahison de l'espionnage selon que l'infracteur est national ou étranger. Ainsi donc, pour qu'on retienne la trahison, il faut que l'acte incriminé ait été commis par un Congolais. Dans le cas d'espèce, né à Bichoucha, dans la province du Nord Kivu, dont il est originaire, plus précisément de Bouicha, dans le territoire de Rutshuru. Le prévenu Mwanga Tchouchou est congolais d'origine, qui du reste a occupé tant dans le passé qu'à ce jour des fonctions de souveraineté nationale telles que député national, sénateur, qui ne sont réservés qu'aux nationaux. Donc, on ne peut pas, quelqu'un qui a occupé ces fonctions, il a des passeports diplomatiques, on ne peut pas comme ça dire qu'il n'est pas congolais. Né à Bichoucha, originaire de Rutshuru, c'est un Congolais. Et comme nous le disons, nous allons démontrer ici, il a trahi sa patrie. L'acte matériel de trahison. La loi reconnaît comme coupable de trahison tout Congolais qui commet l'un des actes visés aux articles 182, 183, 184 Code pénal livre 2. Dans le cas d'espèce, nous avons retenu l'article 181.1 qui dispose: sera coupable de trahison tout Congolais qui entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo ou pour lui en procurer les moyens. L'analyse de cet élément nous amène à identifier d'abord la puissance étrangère qui a entrepris les hostilités avec la République démocratique du Congo ou éventuellement les agents de cette puissance. S'il n'est un secret pour personne que c'est le Rwanda qui a entrepris des hostilités contre le Congo. Et ces agents sont le M23 qui travaille avec le béquille du Rwanda. Ayant des visées expansionnistes, le Rwanda, par une stratégie d'instrumentalisation de quelques Congolais, crée des rébellions qu'il appuie et soutient matériellement pour déstabiliser les institutions congolaises. Il y a ainsi un mouvement cyclique de groupes rebelles qui naissent, disparaissent momentanément à la suite de quelques négociations pour renaître sous une nouvelle appellation, mais avec quelques petites nuances près et avec presque le même acteur et le même revendication. Il s'agit du mouvement RCD Goma d'abord, du mouvement CNDP ensuite, du mouvement M23-1 et du mouvement M23-2. Un certain nombre de faits nous amènent à présumer que le prévenu Mwanga Tchouchou est en intelligence avec le Rwanda à travers ses marionnettes comme le groupe rebelle RCD Goma, CNDP, M23-1, M23-2, à qui il a procuré des moyens par des manœuvres détournées et très subtiles. Pour que le prévenu entre en intelligence avec le Rwanda contre le Congo, tout est parti. Pensons-nous de l'octroi par le RCD Goma de la concession minière, l'actuelle PE 447-31, au prévenu Mwanga Tchouchou, à l'époque où ce groupe occupait et gérait la partie est de la République. Pouvons-nous imaginer un seul instant que le Rwanda, sous le contrôle duquel le RCD opérait et posait tous les actes, ait permis que le gisement du coltan, l'un des plus importants au monde, soit octroyé au hasard à quelqu'un sur lequel il n'avait aucun contrôle? Au moment où il a acquis cette mine par la faveur du RCD, pour ne pas dire du Rwanda, il est né chez le prévenu Mwanga Tchouchou,
une obligation de redevabilité. Nous avions dit cela pendant le débat, nous avions même posé cette question. Une obligation de redevabilité vis-à-vis du Rwanda et ses dépendants. C'est ainsi qu'il va être obligé de devenir président du RCD, mieux ou sous forme de CNDP. Le CNDP, en fait, ce n'était que le RCD qui a évolué vers le CNDP. Et il en était le président. Est-ce que c'est par hasard? Quand il dit que le tout-puissant général rwandais James Kabarebe l'a appelé pour lui demander de soutenir le M23, c'était pour le rappeler à l'ordre, pensons-nous, lorsque ce dernier, par un élan nationaliste peut-être, et voulant se ressaisir, a voulu se désengager de ses obligations de rivalité vis-à-vis du Rwanda et ses marionnettes, en refusant notamment de soutenir le M23 au motif qu'il était député. C'est pour cela qu'il a été rappelé à l'ordre et menacé de mort. Parce qu'il avait une obligation de redevabilité. On lui a accordé une mine la plus importante. Il devait rendre compte. Il a donc été obligé, peut-être malgré lui, de continuer à collaborer avec le Rwanda. L'acte matériel de trahison dans ces cas d'espèce est constitué entre autres par le fait que sur instigation des pions du Rwanda, dont il fait partie, il a été obligé il a été organisé le recrutement des anciens combattants M23 pour les intégrer dans la police et en faire un détachement pour la sécurisation de la conscience SMB et constituer ainsi une réserve qui devait renforcer les rangs M23 en prévision de la reprise des hostilités qui étaient planifiées. C'est effectivement ce qui s'est passé. C'était en réalité des rebelles qui l'entretenaient en attendant que le moment venu, ils reprennent leurs activités subversives. En effet, bien que cette unité, avec son effectif de 68 éléments, ait été retirée de Rubaya où se trouvait la constitution SMB pour se cantonner à Sake, plus de 45 ont fait défection pour rejoindre le M23. Est-ce vraiment un fait du hasard que tous les policiers de la province, de tous les policiers du Nord Kivu, on ait compté des défections au profit du M23 en grand et en un plus grand nombre que dans ces détachements. Il faut noter que si la branche politique CNDP est devenue parti politique avec comme président le prévenu Mwanga Chuchu, la branche armée est celle qui s'est mise en M23. D'où l'intérêt pour le prévenu Mwanga Chuchu, en tant que président CNDP mis en M23, de se préoccuper d'une manière ou d'une autre de la situation des combattants de ces mouvements. C'est ce qui explique qu'il se soit fait remettre les documents signés par l'AG de l'ANER adressés aux représentants du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MONUSCO, reprenant les noms de combattants M23 non éligibles à l'intégration FAPC. D'autre part, on peut se demander comment un natif Congo, et de par les fonctions qu'il occupe aujourd'hui, à savoir député national, essaie d'exercer dans le passé, notamment des sénateurs, détenteur de passeports tant diplomatiques qu'ordinaires congolais, le prévenu peut s'identifier comme un Rwandais alors qu'il se trouvait au Rwanda. N'est-ce pas là un moyen pour lui faciliter la connexion avec le Rwanda? Lui, qui dit avoir été menacé de mort par James Kabarebe, lorsqu'il a refusé de répondre positivement à l'appel de ces derniers qui lui demandait de soutenir le M23. Comment a-t-il pris le risque d'aller au Rwanda au mois de mai 2021 sans être inquiété? Nous connaissons comment opère le Rwanda. Quand on vous a menacé de mort par James Kabarebe, pas n'importe qui, James Kabarebe, vous ne mettez plus le pied au Rwanda. N'est-ce pas là la preuve qu'il a finalement consenti de collaborer avec les M23 partant avec le Rwanda? C'est ainsi qu'on allait passer. Et tout ce qui précède, nous confirmons que le prévenu Mwanga Chuchu a mis en place un mécanisme pour entretenir des rapports et fournir des moyens de tout ordre aux différents mouvements rebelles initiés par le Rwanda, comme par exemple la subsistance aux combattants M23 sous la fausse couverture des policiers pendant tout le temps qu'ils avaient été affectés à la SMB, attendant le déclenchement des hostilités par le M23 pour qu'ils réintègrent les groupes. L'élément moral.
Étant donné que l'infrater entretient l'intelligence avec l'État qu'il sait ennemi de la République pour soutenir cet État ou cette puissance ou dans le but de l'aider à engager la société contre la République, nous disons qu'il s'agit ici d'un dol plus spécial. Dans le cas d'espèce, le président Mangachutsu soutient le Rwanda ou du moins ses marionnettes de 2023 pour voir cet État réaliser ses visées expansionnistes tendant à voir le Congo déstabilisé et balkanisé afin de réaliser le projet d'annexion de sa partie Est. Il le fait en connaissance de cause parce que le Rwanda ne cache pas ses intentions. En connaissance de cause, en étant conscient des graves conséquences de l'agression rwandaise au Congo, particulièrement sur la population du Nord Kivu, dont il est pourtant député. Le député se doit de protéger sa population, ses électeurs. Il ne les trahit pas. Nous arrivons ici, après cette prévention mise à charge de prévenir Mangachutsu, nous en arrivons au prévenu Mouchamalirwa. C'est la violation des consignes résultant de nos missions de prévenir les supérieurs d'un fait connu exigeant manifestement que les mesures militaires soient prises. Article 125. Pour être rétabli, cette infraction requiert la réunion des éléments suivants. Les contextes temporels, la survenance d'un événement ou d'un fait exigeant que les mesures militaires soient prises ou d'un danger militaire, d'un projet de trahison, d'espionnage, de mutinerie ou de désertion. L'auteur de l'infraction est l'élément moral. Du contexte temporel. L'article 125 du Code pénal militaire exige qu'il y ait un contexte temporel se résumant en l'appel à la mobilisation générale ou à la guerre. Dans les cas d'espèce, il faut d'abord rappeler que nous nous trouvons au nord Kivu, où, suite au contexte d'insécurité qui règne dans cette province, le chef de l'État a été amené à proclamer l'état de siège. Bien plus, alors que la province était déjà sous l'état de siège, il s'y est éclaté la guerre d'agression menée contre la République par le Rwanda sous le couvert du mouvement rebelle M23. D'où l'appel à la mobilisation de toutes les forces lancées par le président de la République. Donc la mobilisation ce n'est que personne et la mobilisation a été lancée. L'appel à la mobilisation a été lancé par le chef de l'État, où il a demandé toutes les forces de se mobiliser contre cette rébellion qui sévit à l'Est. La survenance d'un événement ou d'un fait exigeant que des mesures militaires soient prises. Il faut que survienne ou se produise une situation, un fait qui requiert que des mesures militaires adéquates soient prises. Un événement qui constitue une menace, un danger pour l'armée, pour la sécurité ou pour l'ordre public, de sorte qu'il est impérieux qu'il soit porté à la connaissance des autorités pour que soient prises des mesures qui puissent les prévenir ou en faire face. Dans le cas d'espèce, différents faits se sont produits tant dans la concession SMB dont le commissaire principal Mouchamalirwa avait la garde que dans son unité, quand son unité s'est repliée à Sake. Il s'agit notamment de la découverte des armes lourdes dans le camp Kamodoka, la découverte des caches d'armes dans la concession SMB, la défection des policiers du détachement sous son commandement au profit de M23 alors qu'ils étaient cantonnés à Sake. En effet, sans que nous ne confirmions que les armes découvertes dans les caches d'armes dans la concession SMB après le retrait des policiers sont les mêmes que celles que l'équipe du CNS aurait trouvées lors de sa descente. Parce qu'il faut faire la distinction, quand l'équipe du CNS est descendue, elle a découvert des armes qui ont été répertoriées. Nous ne disons pas que ce sont les mêmes qu'on a amenées ici. Celles qu'on a amenées ici sont les armes qu'on a trouvées dans la possession, dans les caches d'armes, dans la possession SMB. Nous notons quand même que, faisant rapport de la dite descente de l'équipe du CNS à sa hiérarchie, le commissaire Mouchamalirwa ne fait nulle part mention dans les deux rapports de ces armes retrouvées dans le camp Kamodoka. On peut ici se demander si, alors que le commissaire principal, qui a promptement choisi de passer sous silence les armes que tout le monde a vues dans le camp Kamodoka, pouvait parler à ses chefs des autres quelconques armes qui seraient retrouvées dans la concession SMB. Par ailleurs,
Il est à Paris contre le 7 février 2023, jour où le détachement police mine et hydrocarbures affecté à Roubaix a quitté la concession SMB pour se cantonner à Sake. Et le 1er mars, jour de l'interprétation de Mouchamaliroa, au moins 15 policiers faisant partie de cette unité ont fait défection au profit du M23. Preuve s'il en fallait et confirmation de ce qui avait toujours été dit, à savoir que cette unité, de par sa composition, constitue en réalité une réserve stratégique de M23. Dans tout cela, aucune fois le commissaire principal Mouchamaliroa n'a porté à la connaissance de ses chefs ces faits. En effet, par ses correspondances du 15 février, du 20 février et du 6 mars 2023, le fait adressé à l'auditeur supérieur, le commissaire provincial Nord Kivu relève que plus de 15 policiers avaient fait défection au profit du M23 pendant la période comprise entre le 7 février et le 1er mars. Ces faits constituant une trahison de la part de ces, dans une certaine mesure d'une désertion en bande pour les agents que l'on a présentés comme des policiers de l'État. Mouchamaliroa, c'est le terme que Mouchamaliroa a utilisé. Ce sont des policiers de l'État congolais payés par l'État congolais. Et quand ces policiers, par groupe, font défection pour rejoindre la rébellion, ça devient presque une désertion dans l'armée. Et comme cette rébellion est tenue par l'étranger pour cet étranger, ça devient une trahison de la part de ces policiers-là. On doit le relever et on doit signaler. Il ne l'a jamais fait. S'il l'avait fait, des mesures auraient été prises pour qu'on n'en arrive pas à 45 policiers. Il n'a rien fait et c'est malheureusement à cause de cela qu'ils ont continué à faire défection. L'auteur de l'infraction. S'agissant de l'auteur de l'infraction, la loi parle de quiconque. Ce qui revient à dire que tout justiciable de gestion militaire, au sens de l'article 6 du Code judiciaire militaire, c'est-à-dire tout militaire de FARDC ou tout assimilé ayant pris connaissance d'un fait ou d'une situation grave devant être porté à la connaissance de l'autorité militaire pour être prise en charge, qui omet de prévenir ou d'avertir les dix autorités tombe sous le coup de l'article 125. Dans le cas d'espèce, Mouchamaliroa étant policier et ayant pris connaissance des faits graves devant être porté à la connaissance de ses chefs, avait de par sa qualité et ses fonctions et plus que tout autre militaire ou policier le devoir de prévenir ses chefs, mais il ne l'a jamais fait. L'élément moral. L'élément moral consiste dans le fait pour l'incriminer de s'abstenir d'une façon délibérée de prévenir les autorités militaires d'une situation grave ou de faits insurrectionnels dont il a connaissance. L'omission volontaire de prévenir ou d'avertir un fait préoccupant constitue l'élément moral de cette infraction. Alors qu'on a connaissance d'un fait dont la gravité pour la sécurité de l'État ou pour l'ordre public est avérée, on choisit volontairement et délibérément de se taire, de ne pas le révéler afin de permettre que des mesures tendant à empêcher sa réalisation soient prises. Dans le cas sous examen, le commissaire principal de Mouchamaliroa tait volontairement l'information selon laquelle, lors de la perquisition faite dans la concession SMB, les enquêteurs du CNS avaient découvert des armes lourdes dans le camp Kamodoka. Il s'obstine par ailleurs à affirmer que jusqu'au jour de son interpellation, tous les policiers de détachement se trouvaient à Sake dans l'unité, alors que la réalité, telle que confirmée par le commissaire provincial, était tout autre, à savoir que 15 policiers au moins avaient fait défection au profit de M23 et parmi lesquels son adjoint Toumaïni, je pense qu'il doit appeler finalement Toumaïni, qui aujourd'hui est dans la rébellion. Son adjoint, Mouchamaliroa, qui était censé vérifier tout ce qui s'est passé des suspects dans la concession pour signaler à sa hiérarchie ce qui était du reste la consigne particulière, une sorte de contre-espionnage qu'il devait faire. C'est ça la mission particulière qui lui avait été donnée. À cause des informations persistantes selon lesquelles il y aurait des mobilisés là-bas dans cette concession, tout cela parvenait à ses chefs. Et on lui a donné une consigne particulière de faire une sorte de contre-espionnage, de vérifier cette situation et de la porter à la connaissance de ses chefs. Il ne l'a pas fait. Ainsi donc, nous disons que cette infraction est établie dans le chef de Mouchamaliroa.
Nous arrivons ici à la troisième partie de notre réquisitoire, à savoir examen et appréciation des preuves accusatoires retenues. Cette cause ayant été instruite en procédure de flagrance de l'instruction préjuridictionnelle qui aurait permis au parquet de réunir les moyens de preuve nécessaires avant de saisir la haute cour, nous allons inviter la cour à mettre plus l'accent sur les éléments de quelques preuves d'interrogatoire, le prévenu établi par les OPJ des renseignements militaires, les éléments qui ont découlé des débats et sur les présomptions. En effet, la présomption est une option qu'on s'est fait, une conclusion à laquelle on aboutit après la combinaison intellectuelle d'un certain nombre de faits qui peuvent avoir un lien entre eux, un lien même lointain. Nous avons dit qu'il y a les PV d'interrogatoire et services de renseignement militaire. De ces PV, il ressort qu'en ce qui concerne les PV Mangachouchouké, malgré le fait qu'il allègue qu'il a cédé la propriété de la société SMB à ses enfants, lui-même a pourtant affirmé lors de son interrogatoire qu'il est le propriétaire et promoteur de la SMB, voir le PV code 10, questions et réponses 18. Il apparaît qu'il en garde encore, il en garde le contrôle et que les gérants actuels qui sont du reste de ses enfants ne peuvent rien faire sans qu'il n'ait été informé. PV d'interrogatoire, Mangachouchou, code 11, questions et réponses 22. Il confirme avoir détenu Nam GP Boeing, une arme de guerre. Il confirme avoir été contacté. Il confirme aussi avoir été contacté par le général rwandais James Kabarebe qui lui a demandé de rejoindre le M23. Nous avons aussi les documents trouvés et saisis tant dans la résidence que dans les coffres forts du gouvernement Mangachouchou, dont certains peuvent utilement être exploités pour l'examen des préventions retenues contre lui. Il s'agit notamment de l'attestation d'enregistrement d'armes établie en son nom et signée par le ministre de l'Intérieur de l'époque. Par ces documents, on a la preuve que Mangachouchou avait effectivement détenu une arme. Les certificats de test Covid faits à Kigali au Rwanda le 28 mai 2021. Dans ces documents, on découvre que tout député national de la République démocratique du Congo, qu'il soit qu'il est, le prévenu Mangachouchou s'est identifié alors qu'il séjournait au Rwanda comme étant un Rwandais résident à Kigali. N'est-ce pas là une preuve parmi tant d'autres de sa connexion avec le Rwanda? Que dire de la lettre de l'AGNR adressée à M. le représentant secrétaire général des Nations Unies pour lui communiquer la liste des commandants assimilés et hommes des troupes du M23 non éligibles à l'intégration au sein de FARDC qui s'est retrouvé chez les prévenus? Cela nous permet de nous demander comment ces documents relevant de la haute sécurité peuvent se retrouver chez les prévenus Mangachouchou et pourquoi il doit être intéressé à la situation de ces combattants M23, lui qui dit avoir refusé de se mêler des histoires de ce mouvement quand James Kabarebe lui avait demandé de le faire. Ne pouvons-nous pas présumer en tenant compte des autres éléments du dossier, comme par exemple le fait que la majorité des policiers du détachement de la police affectée à SMB étaient anciens combattants M23, que le prévenu entretiendrait forcément des rapports avec ces groupes. Grâce à sa lettre dans laquelle il rejette le fait porté à sa charge dans le rapport du groupe d'experts, nous découvrons non sans intérêt que c'était sous l'occupation de la province Nord Kivu par le mouvement rebelle RCD que le prévenu Mangachouchou a acquis la concession minière couverte actuellement par le PE 4731. Les correspondances du 15, 20 février et du 6 mars du commissaire provincial de la police Nord Kivu adressées à l'autorité supérieure nous ont permis de découvrir que contrairement à ce que le prévenu Mouchamalura soutenait, il y a eu plus de 15 policiers de l'unité affectés jadis à la CMD sous le commandement de ces derniers qui avaient fait défection au profit de M23 avant son interpellation. Des éléments qui ont découlé des débats, la haute cour militaire scrutera avec intérêt les dépositions des renseignants, notamment celle du commandant divisionnaire Awachango, qui a confirmé que le détachement de la police SMB avait commencé en 2013.
en 2013. Autrement dit, juste à l'époque où le M23 venait d'être défait. Et ce qui est important à noter est que en ce moment, le PE était la propriété exclusive du prévenu Mwanga Tchouchou. Des dépositions des agents du ministère de l'Intérieur, on peut retenir que contrairement à ce qu'il a affirmé, le prévenu Mwanga Tchouchou s'était présenté au ministère de l'Intérieur avec son arme qu'il détenait déjà. Grâce à la comparaison des militaires de la base logistique, on a pu découvrir que les armes ramenées de Goma et identifiées comme AK-47 étaient plutôt la plupart des AK-56 de fabrication chinoise. On ne peut pas les nier. On ne peut pas nier ce fait. Par ces motifs. C'est la violation des consignes résultant de l'omission de prévenir le supérieur d'un fait commis exigeant manifestement que des mesures militaires soient prises. Article 125 Code pénal militaire. Pour établir cette infraction requiert la réunion des éléments suivants. Les contextes temporels, la survenance d'un événement ou d'un fait exigeant que les mesures militaires soient prises ou d'un danger militaire, d'un projet de trahison, d'espionnage, de mutinerie ou de désertion. L'auteur de l'infraction est l'élément moral. Du contexte temporel. L'article 125 du Code pénal militaire exige qu'il y ait un contexte temporel se résumant en l'appel à la mobilisation générale ou à la guerre. Dans des cas d'espèce, il faut d'abord rappeler que nous nous trouvons au nord Kivu où, suite au contexte d'insécurité qui règne dans cette province, le chef de l'État a été amené à proclamer l'état de siège. Bien plus, alors que la province était déjà sous l'état de siège, il s'y est éclaté la guerre d'agression menée contre la République par le Rwanda sous le couvert du mouvement rebelle M23. D'où l'appel à la mobilisation de toutes les forces lancées par le président de la République. Donc la mobilisation, ce n'est secret personne. Et la mobilisation a été lancée. L'appel à la mobilisation a été lancé par le chef de l'État, où il a demandé toutes les forces de se mobiliser contre cette rébellion qui sévit à l'Est. La survenance d'un événement ou d'un fait exigeant que des mesures militaires soient prises. Il faut que survienne ou se produise une situation, un fait qui requiert que des mesures militaires adéquates soient prises. Un événement qui constitue une menace, un danger pour l'armée, pour la sécurité ou pour l'ordre public, de sorte qu'il est impérieux qu'il soit porté à la connaissance des autorités pour que soient prises des mesures qui puissent le prévenir ou en faire face. Dans le cas d'espèce, différents faits se sont produits tant dans la concession SMB dont le commissaire principal Mchamalirwa avait la garde que dans son unité, quand son unité s'est repliée à Saké. Il s'agit notamment de la découverte des armes lourdes dans le camp Kamodoka, la découverte des caches d'armes dans la concession SMB, la défection des policiers du détachement sous son commandement au profit de M23 alors qu'ils étaient cantonnés à Saké. En effet, sans que nous ne confirmions que les armes découvertes dans les caches d'armes dans la concession SMB après le retrait des policiers sont les mêmes que celles que l'équipe du CNS aurait trouvées lors de sa naissance, parce qu'il faut faire la distinction, quand l'équipe du CNS est descendue, elle a découvert des armes qui ont été répertoriées. Nous ne disons pas que ce sont les mêmes qu'on a amenées ici. Celles qu'on a amenées ici sont les armes qu'on a trouvées dans la concession, dans les caches d'armes, dans la concession SMB. Nous notons quand même que, faisant rapport de la dite descente de l'équipe du CNS à sa hiérarchie, le commissaire Mchamalirwa ne fait nulle part mention dans le dit rapport de ces armes retrouvées dans le camp Kamodoka. On peut ici se demander si, alors que le commissaire principal, qui a promptement choisi de passer sous silence les armes que tout le monde a vues dans le camp Kamodoka, pouvait parler à ses chefs des autres quelconques armes qui seraient retrouvées dans la concession SMB. Par ailleurs, il est apparu contre le 7 février 2023, jour où le détachement plus miné du Kaby affecté à Rubaya a quitté la concession SMB pour se cantonner à Saké, et le 1er mars, jour de l'interprétation de Mchamalirwa, au moins 15 policiers faisant partie de cette unité ont fait défection au profit du M23. Le 18 novembre 2002,
portant code pénal militaire. Vu le décret du 30 janvier 1940, mis à jour au 31 mai 1982 portant code pénal congolais. Vu le décret du 6 avril 1959 portant code de procédure pénale, vu la loi organique numéro 13 /011 /B du 11 avril 2023 portant organisation judiciaire et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire, vu l'ordonnance numéro 78 /001 du 24 janvier 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, vu l'ordonnance numéro 21 /015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République, considérant la situation qui se vit dans la province d'Ituri et dans celle du Nord Kivu. Faisant droit, requérons qu'il plaise à la côte militaire de dire établi en fait comme en droit les infractions de détention illégale d'armes et munitions de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison mise à la charge du prévenu Tchouchou Edouard, de le condamner par conséquent à 5 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes et munitions de guerre. La servitude pénale à perpétuité pour participation à un mouvement insurrectionnel. 20 ans de servitude pénale principale pour trahison. Faisant application de l'article 7 Code pénal militaire, de les condamner à la seule peine la plus forte, soit la servitude pénale à perpétuité. De dire, établi en fait comme en droit l'infraction de violation des consignes résultant de l'omission de prévention ou d'avertissement d'un événement ou fait préoccupant d'un danger militaire ou projet criminel mis à la charge du prévenu commissaire principal Mouchamali Wabalike Robert, de le condamner par conséquent à 3 ans de servitude pénale principale. S'agissant de l'action introduite par la République démocratique, par la partie civile, la République démocratique du Congo, vous la durez recevable dans la forme et fondée dans le fond. Vous lui allouez par conséquent les dommages et intérêts proportionnels au préjudice subi, conformément à l'article 131 du Code pénal militaire. Vous condamnerez en outre les prévenus chacun à toute autre peine qu'en bonne justice dans votre souveraineté vous estimerez être convenable. Vous mettrez à leur charge les frais de justice. Ainsi vous aurez fait justice. La haute cour délibérée, elle vous invite en même temps à déposer le document aussi bien en dire qu'en soft version Word, en ayant 72 heures pour lui permettre de vous départager. La prison est déjà fermée et dans ces conditions, la défense, est-ce qu'elle est capable de tout résumer dans peu de temps? Dans 5 minutes, honnêtement, disons que c'est impossible. C'est ce qu'elle attendait. Honnêtement, c'est impossible. Comme ça, nous renvoyons contradictoirement l'audience au mardi prochain. Nous allons commencer à temps avec espoir que nous allons clôturer les débats le mardi prochain. Il n'y a plus rien au rôle, l'audience est levée. Une condamnation à perpétuité pour trahison de votre client. Quelles sont vos impressions après avoir entendu cette? En tout cas, nous trouvons ces réquisitoires risibles. Pour nous, nous voyons que le ministère public continue toujours à être dans les errements, dans la mesure où il avait, la fois dernière, lorsqu'il a précisé le cadre des accusations, il avait parlé de trahison. Il a d'abord requalifié trahison, espionnage en trahison. Maintenant, nous voyons qu'il vient de requalifier la trahison dans les codes militaires en trahison dans les codes ordinaires. Ça veut dire? Ce qui veut dire que la trahison dans les codes ordinaires, c'est un faux tour. Donc il suffit de dire seulement que la personne, de prouver que la personne telle est en intelligence avec l'ennemi ou un État étranger, c'est tout. Qui est hostile au Congo, c'est tout. Donc il peut maintenant faire des élucubrations intellectuelles, même des supputations, des conjectures, des choses non démontrées, non prouvées. Il peut le dire à son aise, ce qui est différent dans les codes militaires, qui est plus strict. Parce que dans les codes militaires, on définit clairement quels sont les actes qui sont constitutifs de trahison.
conscient qu'il ne peut pas les démontrer, il fouille dans les codes ordinaires. Ce que nous n'acceptons pas, c'est que vous avez constaté que même la République, qui est dans le même camp avec la République, avec le ministère public, a plaidé la trahison avant lui, dans le code, a requis avant lui, dans le code militaire, dans l'article 128 du code militaire, pénal militaire. Il n'est pas allé dans l'article. Ce qui pourrait justifier ce revirement. Ce qui justifie ce revirement, c'est l'acharnement. On veut absolument condamner. Il faut absolument qu'il y ait un coupable. Ils veulent présenter auprès de la cour que condamner notre client est un acte patriotique. Il est certes vrai qu'il y a des gens dans les M23, peut-être qui nuisent à l'État. Personne ne les conteste. Nous ne sommes pas là pour les M23 ni pour les Rwandais. Nous savons qu'ils sont hostiles à l'État congolais et que ce sont des mouvements nuisibles. Mais notre client n'a aucun lien. Nous ne comprenons même pas pourquoi il fait les réquisitoires en parlant du Rwanda, des morts, des Kichichi et tout ça. Quel est le lien qu'il a fait dans l'instruction par rapport à tout ça? C'est malheureux. C'est malheureux parce que nous considérons que ça c'est une stigmatisation, c'est un procès de la haine, c'est un procès de la faciès. Donc notre client doit souffrir maintenant du fait que soit Tutsi. Si le Tutsi commet une façon quelque part, il n'est pas le Jésus-Christ. Il n'est pas le Jésus-Christ. Notre client n'est pas le Jésus-Christ et le Tutsi. On ne peut pas prendre notre client comme la victime expiatoire. Tout le péché que le Tutsi commet, n'importe où dans le monde, on met sur sa tête. Nous ne pouvons pas accepter ça. C'est inacceptable que l'on parle de Tutsi, que l'on parle de Rwanda et de traiter notre client de Rwandais, rien que si la faciès. C'est vraiment un recul par rapport même à l'état des droits, à la présomption d'innocence. On instaure aujourd'hui, le ministère public vient d'instaurer aujourd'hui le principe d'une responsabilité collective de tous les Tutsis. Et là, il est vraiment dans la même ligne que Bitakwira, qui a dit qu'il suffit qu'un pygmée fasse caca dans l'eau, c'est tous les pygmées. Merci.